BFM Business, Impact PME l'hebdo, présenté par Philippe Bloch. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce 5e numéro de la saison 2 d'Impact PME. Vous le savez, un événement organisé par BFM Business et la CPME, dans la perspective bien sûr notamment d'une grande journée consacrée à l'antenne de BFM Business, aux TPE-PME, diffusée à la fois en radio, en télé et en digital. Et vous le savez, pendant 8 émissions en cette rentrée, on part à la recherche de ces entrepreneurs de TPE-PME. Je répète ça à chaque fois, mais courageux, qui affrontent une adversité différente chaque jour dans un environnement encore plus différent de celui de la semaine dernière. Et cette semaine, j'accueille 2 entrepreneurs et le représentant d'une grande institution de la prévention et de la prévoyance, puisque j'accueille ce matin Jérémy Barré. Jérémy, qui est le gérant de Legal Trinity. Bonjour, bonjour. J'allais dire Benjamin parce qu'il ressemble à un copain qui s'appelle Benjamin. Bonjour Jérémy. Bonjour Philippe. Thierry Cherrier, vous êtes le directeur commercial d'AG2R La Mondiale. Vous êtes quelque part chez vous dans vos bureaux. Merci d'être avec nous malgré tout. Bonjour. Bonjour Philippe. Je voulais m'assurer que vous nous entendiez bien. Et puis Simon Francon, qui est expert comptable, qui est associé d'Inextinso, directeur de l'agence de Valence et qui est également président de la CPME Drôme. Alors tiens, on va rester ensemble avec vous, Simon, tout d'abord. Expert comptable, c'est avant tout un métier d'entrepreneur et vous le faites au sein d'un groupement en fait, qui regroupe quand même 5000 collaborateurs. Vous faites partie des 239 associés, 250 agents, 100 000 clients et beaucoup de TPE-PME, 200 000 bulletins de paye par mois. C'est un cabinet que vous avez rejoint, que vous avez créé ? Bonjour Philippe. Non, c'est un cabinet que j'ai rejoint moi il y a 20 ans. En fait, j'ai commencé ma carrière professionnelle au sein de ce cabinet. Et puis d'échelon en échelon, je suis devenu associé depuis maintenant 10 ans. Alors, on va revenir ensemble sur les différentes questions qui se posent aujourd'hui chez vos clients entrepreneurs. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot, parce que je lisais un papier vous concernant, en tout cas quelque chose que vous avez entrepris chez Inextinso, qui s'appelle « Rebondir après la crise en 4 étapes ». Alors la crise, elle est toujours là encore pour le moment, en tout cas on n'est pas encore après la crise, mais quelles sont ces 4 étapes ? Vous les avez en tête ou pas ? Écoutez, oui, la première chose à faire, c'est d'analyser, de faire ce qu'on appelle chez nous un audit à 360 degrés de l'entreprise. C'est regarder tous les aspects commerciaux, RH, de communication, comment baisser peut-être nos charges, etc. Et puis après suivre et entreprendre des plans d'action. C'est sûr qu'on est encore plein dans la crise, le confinement est revenu. Néanmoins, on a quand même des actions à mener dans les entreprises, quelle que soit leur taille, pour survivre ou même continuer à se développer pour certaines. Alors, on y viendra ensemble parce que je vous demanderai forcément quelles sont les préoccupations d'actualité en fait de vos clients et puis peut-être de vous-même aussi parce que vous-même en tant qu'entrepreneur de votre cabinet, vous avez ces mêmes contraintes de gestion, j'imagine, du télétravail, d'un certain nombre de soucis de gestion, même si en comptabilité, on est quand même sur des éléments de business assez récurrents, donc j'imagine que c'est peut-être un peu moins sauvage que lorsqu'on ferme un commerce. Mais on y reviendra ensemble dans un instant. Je vais te présenter Jérémy Barré, qui, alors lui, je ne sais pas s'il faut dire un financier slasher ou un conseil slasher, mais vous êtes à la fois créateur d'une société de gestion de patrimoine, en fait, de conseil en gestion de patrimoine, créée en 2015, qui a aujourd'hui 15 collaborateurs. Vous êtes aussi auteur d'un bouquin, je l'ai là d'ailleurs, qui est intéressant parce que le titre en dit long, Gagner sa liberté financière et choisir sa vie. Les deux sont intéressants. Vous animez une communauté Instagram de près de 15 000 personnes. Vous avez investi dans des startups, etc. Comment êtes-vous venu arriver à cette façon différente, un petit peu différente, on va en parler ensemble, de faire du conseil en gestion de patrimoine ? Alors, le conseil en gestion de patrimoine, j'y suis venu justement après quelques années au sein d'un cabinet de conseil en audit, en expertise comptable. Donc ça, c'est là où je me suis fait mes armes, on va dire, sur le plan de l'accompagnement des entrepreneurs au départ. Et puis, assez naturellement, je me suis pris de passion pour la fiscalité personnelle des dirigeants. De passion ? Oui, c'est devenu une passion. On peut se passionner pour ça ? Exactement. Alors, et je crois que c'est aussi ça qui derrière m'a conduit à développer différents projets. C'est cette passion qui continue de m'animer après 10 ans dans l'entreprise. Qu'est-ce qui vous différencie aujourd'hui ? Parce qu'ils sont nombreux, les CGP, c'est un business massif, si je puis dire, ils sont très nombreux, mais vous avez vraiment, vous n'arrêtez pas de dire qu'il faut le faire différemment en fait. D'ailleurs, vous le faites avec notamment votre communauté Instagram, vos conférences, vous êtes aussi conférencier. La communauté Instagram, c'est assez récent, ça n'a que 2 ans. Donc j'ai d'abord fait 8 ans un peu traditionnel, et puis c'est justement au travers d'une expérience en tant qu'investisseur et non pas en tant qu'entrepreneur, au sein d'une start-up où j'ai vu la puissance en fait du marketing digital et la façon dont on pouvait faire les choses différemment. Et j'ai
j'ai fini par comprendre que je pouvais aussi l'appliquer à mon propre business. Et ce qui est étonnant, c'est que vous avez choisi Instagram, parce qu'à la limite, Instagram, on pense spontanément des photos, etc. Et on pense plutôt LinkedIn, à la limite, sur ce genre de business. Vous êtes également sur LinkedIn, très présent et très actif, ou bien Instagram est mieux adapté finalement à votre façon à vous d'approcher cette thématique? Alors sur LinkedIn, du coup, je suis présent aussi. C'est vrai que je pense que c'est un besoin d'y être. Mais je communique de façon aujourd'hui, je pense, beaucoup plus traditionnelle. Et Instagram me permet de me libérer justement des carcans parfois de la communication classique pour être beaucoup plus transparent et effectivement faire les choses de façon Vous nous différente. raconterez en quoi vous faites différemment, y compris sur Instagram. Thierry Cherrier, je viens vers vous pour vous présenter, si vous ne m'en voulez pas, une vieille dame de 115 ans quand même, avec des chiffres évidemment impressionnants, 15 millions d'assurés, plus de 500 000 entreprises, une entreprise sur 4 en France, près de 110 agences commerciales, 900 conseillers pour les pros, etc. Vous êtes le premier assureur des branches professionnelles. Ce qui nous préoccupe aujourd'hui, vous le savez, dans cette émission, ce sont les TPE-PME. Alors, je vais focuser ma question là-dessus. Ce grand groupe AG2R que tous les Français connaissent forcément, qu'est-ce qu'il apporte au monde, en fait, des TPE-PME ? Écoutez, je rebondis un peu sur ce que disait l'intervenant précédent. Je crois qu'on est dans un pays où le système social, fiscal est extrêmement complexe et tout le sujet pour nous, c'est finalement d'accompagner les dirigeants, alors pour eux-mêmes, mais également pour l'ensemble de leurs salariés, sur la façon finalement de bien piloter tout leur système de protection sociale, comment je peux optimiser finalement tous ces dispositifs. Alors je le disais, à la fois pour l'ensemble des salariés, mais tout spécifiquement souvent aussi pour les dirigeants. Voilà, on vit dans un environnement qui est quand même, c'est vrai, extrêmement compliqué. Donc c'est vrai que c'est la problématique du statut du dirigeant, de son optimisation fiscale et sociale, pourquoi pas aussi de sa transmission d'entreprise. Enfin, nos sujets sont de cet ordre-là, aussi bien dans le domaine de la santé, de la prévoyance, de l'épargne et de la retraite. Donc globalement, c'est le cœur de nos activités auprès des TPE et des PME. Est-ce qu'elles ont nécessité en fait des réponses ou des soutiens différentes, ces TPE, PME? Je pense notamment, on va peut-être parler de ce qui est en train de se passer en ce moment, mais dans la première phase notamment de cette crise sanitaire et puis bientôt probablement économique et sociale, est-ce que les besoins ont été différents? Ils sont venus vers vous, vers d'autres choses? Qu'est-ce que vous avez fait pour les soutenir dans cette période? Oui, alors on rentre dans un nouveau confinement, mais c'est vrai que la première période a été compliquée. Il a fallu vraiment faire pivoter le groupe. Alors à la fois, évidemment, s'assurer qu'on était en capacité de répondre à toutes les attentes et tous les besoins de nos clients. Alors, ce qu'on a fait globalement, je ne vais pas vous faire une liste trop détaillée, mais globalement, on a d'abord quand même commencé par appeler nos clients. Ça, c'était majeur. Et on a dû appeler 45 000 clients à peu près sur la première période de confinement, avec un objectif de les informer, les rassurer, prendre des nouvelles de nos clients, et puis parfois aussi les accompagner, parce que les TPE, voire les TTPE, pas toujours évident pour un dirigeant de toute petite entreprise de comprendre tous les dispositifs qui ont été mis en place par les pouvoirs publics, et donc on a essayé d'aider nos clients aussi, comme l'ont fait les experts comptables, à piloter un peu les choses et à aider nos clients à s'y retrouver dans tous ces dispositifs. Alors, au-delà de ça, on a totalement arrêté le recouvrement des cotisations. On a complètement différé, arrêté les appels de cotisation. Et dans tous les domaines, aussi bien en santé-prévoyance. Alors, bien sûr, on a maintenu les garanties. On a maintenu les garanties en santé. Parce que là, pour le coup, les problèmes continuaient, pour le coup. Oui, il ne s'agissait pas d'arrêter de stopper les prix, mais pas de maintenir les garanties. Donc, c'était essentiel pour nos clients d'être couverts en cas de difficulté. Et puis, généralement, on a également, à la demande des clients, arrêté tous les investissements de retraite, en tout cas chez les TPE et les PME. C'est pas vrai pour les grands groupes, mais souvent ces entreprises-là avaient quand même des contraintes de trésorerie qui faisaient qu'elles avaient besoin de différer ces investissements. Donc voilà, on a commencé par ça, et puis ensuite on a mis en place des mesures spécifiques. Alors on a beaucoup évoqué les problématiques d'arrêt de travail pour garde d'enfants, donc on a mis en place des aides forfaitaires sur l'ensemble des salariés qui étaient dans cette situation. On l'a fait également pour les salariés qui étaient en situation de fragilité, les ALD, les femmes enceintes. Également les cas contacts, les gens qui étaient en situation de devoir rester à la maison parce qu'ils étaient cas contacts, on a mis en place des aides forfaitaires. Et on a essayé de soutenir aussi nos jeunes entrepreneurs. Toutes les entreprises qui avaient moins de 3 ans, on a mis en place un dispositif de soutien financier forfaitaire pour essayer de les aider à passer cette crise. Voilà globalement ce qu'on a pu faire. Évidemment des relations avec nos partenaires. On a un expert comptable sur le plateau.
On a beaucoup travaillé et beaucoup communiqué avec nos partenaires experts comptables parce qu'il y avait des dispositifs qui est quand même un peu techniques et un peu compliqués, ne serait-ce que le pilotage de la DSZ dans cette période particulière avec le chômage partiel, etc. etc. Bien sûr. Alors justement, Simon Francon, de votre côté, quels ont été les besoins et quels sont aujourd'hui d'ailleurs les besoins de vos clients entrepreneurs dans cette phase qui dure, dont personne ne voit le bout? Est-ce que c'est à peu près les mêmes types de besoins auxquels faisait allusion aujourd'hui Thierry Cherrier? Écoutez, oui, c'est le même type de besoin. Après, on a un grand écart chez nos clients, puisqu'on a effectivement des clients qui, eux, ne sont pas sortis du confinement. Je pense à ceux qui travaillent dans l'événementiel, par exemple. Eux, ils sont toujours en impossibilité de travailler. Ensuite, on a des clients qui, de nouveau, avec ce confinement, sont obligés de fermer leurs entreprises et qui ont besoin d'aide. Et c'est vrai qu'entre la volonté politique affichée forte qu'ont eu les différents membres du gouvernement et puis les textes, il y a toujours un temps et puis une problématique d'analyse pour savoir comment bien utiliser, comment bien pouvoir profiter entre guillemets de ces aides. Et donc ça, c'est notre travail, donc d'un travail d'information, de lecture, de digestion, j'ai envie de dire, et puis effectivement d'information auprès de nos clients. En quoi cela a-t-il réinventé votre métier d'expert comptable? On n'arrête pas de dire qu'il faut digitaliser, vous l'étiez déjà, mais c'est un de vos enjeux majeurs de votre profession aussi, puisqu'on sait bien, et le 75e congrès récent en a beaucoup parlé, que les algorithmes vont faire que la compta va presque devenir une forme de commodité et que vos métiers vont évoluer vers plus de services, vers plus de conseils. Est-ce que justement, c'est pas là une formidable occasion pour les cabinets comme le vôtre de faire cette transition, de pivoter, comme évoquait à l'instant Thierry Cherrier? Je suis complètement d'accord avec ce qu'il vient de dire. Nous, le confinement, on va dire que ça a accéléré notre digitalisation. Même les clients qui parfois pouvaient être un peu contre cette digitalisation, on voit maintenant que c'est nécessaire et obligatoire. Et de l'autre côté, effectivement, ça nous permet effectivement de montrer une autre facette de notre métier qui est plus tournée vers le conseil, vers l'entreprise, mais également vers le dirigeant. Et c'est quelque chose qui est plus intéressant pour tout le monde, c'est-à-dire pour les clients, c'est ce qu'ils attendent, et puis pour nos collaborateurs également, parce que c'est toujours plus passionnant d'aller vers du conseil client plutôt que sur l'informatique et la comptabilité de base, si je puis m'exprimer ainsi. Une question rapide sur la digitalisation avant de passer la parole à Jérémy. J'ai souvent entendu dire que, notamment de la part des pouvoirs publics qui ont très envie que les TPE, PME se digitalisent encore plus, que les experts comptables ont un rôle majeur à jouer dans cette digitalisation de leurs clients. Est-ce que vous pensez que c'est vrai? Est-ce que c'est aussi votre job? Non pas de vous digitaliser vous-même, mais également vos clients, de les aider. Alors en tout cas, c'est le job que nous, on se donne chez Nextinso. Si je prends l'exemple aujourd'hui des commerçants, nous travaillons avec des partenaires pour les aider justement, par exemple, à vendre sur Internet, sur des plateformes qui existent, pour qu'ils puissent avoir leur site Internet. Oui, je pense que c'est l'un de nos rôles, puisque notre rôle, c'est d'aider l'entreprise et nos clients à se développer. Ça passe effectivement par des conseils de gestion, par des conseils fiscaux, mais ça passe aussi par un accompagnement comme celui que vous décrivez sur la digitalisation. Jérémy Barré, est-ce que ça a changé votre vie, le confinement et ce reconfinement aujourd'hui en termes d'organisation? Vous êtes des gens qui peuvent bosser à distance, en télétravail. Qu'est-ce que ça change dans votre vie d'entrepreneur en ce moment et on va venir après sur votre propre conviction sur l'importance de digitaliser, notamment la communication, dans tout métier, y compris le vôtre. Alors, sur l'organisation interne, c'est vrai que, moi, comparé en tout cas à ceux qui partagent le plateau aujourd'hui, ma structure, elle est légère. Donc, on arrive personnes, il faut les gérer. On arrive encore à faire du cas par cas, donc on discute. C'est vrai que certaines qui ont des gardes d'enfants en plus en parallèle. Ils sont tous en télétravail? Certains ont choisi d'être en télétravail, d'autres m'ont presque supplié de ne pas les mettre en télétravail. Pour pouvoir... Il y a toujours les deux attitudes. Hein. Exactement, ouais. Et puis voilà, donc c'est vraiment du cas par cas, et puis on essaie de gérer ça, on arrive quand même à s'adapter par rapport à ça. Et puis sur la conviction du digital, c'est vrai que aujourd'hui, dans ma propre activité, le chiffre d'affaires lié à ce que je fais sur les réseaux sociaux reste assez marginal. En revanche, en termes d'état d'esprit, c'est quelque chose qui nous apporte beaucoup au sein du cabinet, d'avoir la chance de côtoyer des personnes sur les réseaux sociaux qui sont extrêmement motivées, plutôt positives malgré le contexte, parce que justement, ces personnes-là ont su peut-être, avant même cette crise Covid, prendre la conscience et la mesure de l'importance de changer de stratégie et notamment de se digitaliser. Évidemment, le digital, ce n'est pas un sujet d'aujourd'hui, même si on en parle de plus en plus. La vitrine n'est pas suffisante. Et moi, c'est ce qui m'a conduit d'ailleurs à me développer sur ce canal. C'est que je m'étais dit qu'en tant qu'entrepreneur, j'avais besoin de comprendre quelles étaient les stratégies digitales qui étaient efficaces. Encore une fois, juste avoir un site internet n'est pas suffisant. Il faut comprendre toute la réflexion nécessaire pour pouvoir amener des gens à nous voir et voir cette vitrine digitale.
Et en fait, chaque métier apporte des solutions, suppose des solutions différentes. Parce que vous m'aviez dit, hors antenne, pour préparer cette émission, il faut élargir son terrain de jeu, peu importe le secteur d'activité, par le digital. Le vôtre, il s'élargit de la même façon que les autres ou pas ? Absolument, Oui. absolument. J'ai été le premier surpris, Oui. pour être honnête, c'est ça qui est Vous assez avez commencé par quoi ? Votre première digitalisation, c'était quoi ? Ça a été de créer un compte Instagram, comme je l'ai dit, pour partager une passion et de rencontrer une communauté de gens qui partagent cette passion. C'est quoi ces investisseurs malins ? Racontez-nous en 2 mots. Les investisseurs malins, le postulat de départ, c'était de dire qu'il y avait aussi un manque cruel d'éducation financière en France. On a l'habitude de dire que c'est un sujet qui malheureusement ne s'apprend pas à l'école. Et j'avais envie de partager, de retrouver des gens sur les réseaux sociaux qui partagent cette même passion, avec l'envie aussi de partager mes convictions sur le sujet. Et puis ça m'a presque dépassé. Voilà. 15 000, c'est beaucoup. Alors, tout est relatif. Sur un business, sur un thème comme la finance, si, quand même, c'est beaucoup. Ça commence, et effectivement. Ils partagent entre eux. Vous l'animez comment, cette communauté ? En partageant du quotidien, en faisant aussi des tutoriels. Vous faites beaucoup de tutoriels. Des tutoriels sur la fiscalité, sur comment marche la tranche marginale d'imposition. On a l'investissement immobilier qui reste le placement, en tout cas un des investissements préférés des Français. La pierre. Voilà. Rassurant en termes d'incertitude. C'est ça, mais pas que. Donc il y a toutes les problématiques de financement. Et les gens, en fait, essaient de trouver dans ce contexte-là des astuces pour s'en sortir. Et même s'il ne faut pas nier le fait qu'il y ait beaucoup de gens en difficulté, ça fait du bien aussi d'avoir des gens autour de soi qui nous expliquent qu'ils arrivent à s'en sortir. Rapidement, ce bouquin, Gagner sa liberté financière et choisir sa vie, c'était l'attention de qui, ça ? Si vous voulez créer Quel est votre objectif à travers ce titre et ce bouquin ? Alors, en ce moment, il y a la notion de liberté dans le titre, et je crois qu'avec ce qu'on est en train de vivre, et notamment dans le monde des entrepreneurs, beaucoup d'entrepreneurs sont extrêmement attachés, je crois, à cette notion de liberté. C'est bien pour ça qu'ils ont du mal à subir toutes les contraintes qui leur sont imposées. Exactement, et ça c'est très très difficile. Et ce bouquin, il se trouve qu'il est sorti 3 jours avant le premier confinement. Vous avez le sens du timing. Voilà. Et le jour de la plus grosse chute boursière de l'histoire. Un double sens du timing alors. Double sens du timing. Oui. Pour autant, ce que j'ai écrit, bien sûr, c'était avant cette période. Et avant ça, j'ai essayé de faire prendre conscience de l'importance d'ancrer en soi ce besoin de liberté pour aller chercher des solutions en dehors de la boîte, comme disent les anglo-saxons. Out of the box. Think out of the box. Voilà, c'était ça l'esprit. C'est plus finalement un ouvrage de développement personnel que de finance pure. Thierry Chérier, je reviens vers vous par rapport à justement cette évolution des besoins aujourd'hui en cette phase 2 des emmerdements, si je puis dire, pour les TPE-PME. En quoi évoluent-ils ces besoins et en quoi continuez-vous à les accompagner ? Est-ce que ce sont les mêmes réponses à d'autres besoins ou à de mêmes besoins accélérés encore ou agrandis ou accélérés ou accentués ? Alors pour partie les mêmes, ceci étant, je rebondis sur ce que disait votre intervenant. C'est vrai qu'accompagner les TPE dans leur phase de digitalisation, c'est majeur. On se rend compte que de plus en plus souvent, nos clients, finalement, nous proposent des rendez-vous à distance. Et on voit bien qu'il y a une vraie accélération. Alors nous, évidemment, grand groupe, on est largement équipés. Sur 10 000 collaborateurs, il y en a plus de 9 000 qui peuvent travailler à distance. Mais je pense que ça va changer profondément la relation avec nos clients et qu'on va de plus en plus, en effet, se rencontrer à distance avec nos clients. Alors oui, on a vu aussi apparaître plus proche de notre cœur de métier des nouveaux besoins. On parlait des problématiques de garde d'enfants, et quid en effet du revenu quand je suis contraint de rester à domicile pour garder un enfant. Alors là, c'était moins de 16 ans. Les problèmes en effet du soutien aux personnes âgées. Il y a tout le sujet en effet du soutien psychologique des personnes âgées. Il y a tout le sujet aussi sur lequel on a beaucoup travaillé. On avait organisé des webinaires à ce sujet-là, de coaching des dirigeants et d'accompagnement des dirigeants pour favoriser leur retour dans l'entreprise après le confinement. C'est beaucoup des questions qu'on a eues avec des PME qui nous disaient j'ai des collaborateurs qui ne sont pas du tout à l'aise, qui ne sont pas rassurés. Comment vous pouvez nous aider à favoriser la reprise d'activité ? Voilà, on voit qu'il y a énormément de nouveaux sujets aussi qui se font jour dans cette période et qui devraient perdurer ensuite dans l'avenir. Thierry Chérier, on sent quand même un peu partout un besoin croissant de sécurité, de repli sur soi des gens, de repli sur sa famille, sa santé, sa sécurité, la sphère privée, etc. Ça a des impacts sur vos métiers, je pense notamment en termes de gestion de son épargne, puisque c'est aussi une de vos activités. Oui, alors ça a évidemment des impacts. Alors en plus, la gestion de l'épargne, c'est un sujet compliqué en ce moment parce que vivre dans un territoire de taux négatifs, on n'avait jamais vécu ça. Donc évidemment que ça interroge beaucoup nos clients en termes de stratégie sur leurs investissements et on les incite évidemment
en fonction de leurs propres objectifs, à développer un peu plus leurs investissements vers les unités de compte, surtout en particulier en matière de retraite, car il y a des horizons de gestion qui sont relativement longs. Mais il y a aussi un changement profond, je pense. C'est ce que nous on appelle le concept de la longue vie. Je crois que nos temps de vie ont changé. On a de plus en plus de jeunes adultes à la maison, on le voit. Et les Tanguy. Oui, les Tanguy volontaires ou involontaires, mais c'est vrai qu'on a de plus en plus de jeunes enfants à la maison. On a ensuite le sujet de la fin d'activité où on se dit, j'aime beaucoup cette notion de liberté, c'est ce temps de liberté le jour où on cesse de travailler. Alors ça concerne moins les dirigeants, parfois qui sont très impliqués, mais beaucoup les salariés. Et parfois on est un peu rattrapé par le problème de parents dépendants avec le sujet de se retrouver aidant. Et puis on est parfois ensuite confronté à sa propre dépendance derrière. Alors ça paraît peut-être pas très grave, mais tout ça s'organise. Et ça s'accompagne pour réellement être capable pour autant de s'arriver à un projet de vie dans lequel il y a un peu de plaisir et dans lequel en effet on peut piloter et envisager des projets dans la dimension liberté et plaisir. Je crois que c'est extrêmement important aujourd'hui. Le plaisir qu'on a envie de retrouver chaque matin en se levant. Simon Francon, dans quel état d'esprit sont aujourd'hui vos clients, notamment de TPE-PME, et qu'est-ce que vous pensez qu'ils attendent aujourd'hui de leur expert comptable dans ce contexte très, très, très anxiogène ? Alors, l'état d'esprit il est très variable suivant les annonces du gouvernement. Après un petit coup de mou, on va dire, suite au nouveau confinement, je pense que les chefs d'entreprise, globalement, sont combatifs. Ils ont des trésors d'imagination pour continuer à se développer. On voit les commerces qui organisent le click and collect, qui très rapidement se mettent sur les réseaux sociaux pour pouvoir continuer tant bien que mal, on va dire, leur activité. Ce qu'ils attendent de leur expert comptable, c'est déjà beaucoup de réactivité, du soutien, mais pas que moral aussi, c'est aussi des nouvelles idées. Là où on nous attend un peu moins, c'est-à-dire qu'on nous attend évidemment sur l'explication des textes, sur obtenir des nouvelles subventions, effectivement, mais ils nous attendent aussi maintenant sur comment les aider à développer leur activité, comment les aider en termes de ressources humaines également, en termes de management, un partage d'expérience. On a des métiers qui s'échappent de plus en plus de la finance, de la comptabilité, de la gestion et qui vont plus effectivement vers des besoins un peu transverses pour développer son activité. Et vos équipes sont formées à ça aujourd'hui? Parce que j'arrête pas de rappeler partout l'importance des soft skills aujourd'hui versus les hard skills, ces fameuses compétences techniques. Et justement, cette capacité d'accompagnement, d'écoute, d'intuition, d'intelligence émotionnelle, ça fait évoluer finalement les compétences dans un métier comme l'expertise comptable? Alors, c'est évidemment indispensable. Je veux dire, c'est une transformation de notre métier qu'on voit arriver maintenant depuis 10 ans. Donc, ça fait une paire d'années quand même qu'on a commencé effectivement à former nos collaborateurs sur ces sujets-là. C'est aussi des recrutements un peu nouveaux dans les cabinets d'expertise comptable, pas forcément des personnes qui ont fait des formations uniquement comptables. Mais oui, les équipes, c'est aussi ce qui les intéresse. C'est-à-dire que quand on travaille dans un cabinet d'expertise comptable, ce qu'on aime aussi, c'est donner du conseil, c'est être prestataire de service. C'est les relations humaines et donc si nos clients attendent des nouvelles choses de nous, effectivement on sait s'adapter. Comme toutes les entreprises aujourd'hui s'adaptent à leur nouveau marché, on sait aussi et on le fait et on s'adapte. Je reviens vers vous, Jérémy Barret. Est-ce que c'est pas compliqué votre métier en ce moment de gérer l'épargne de vos clients, compte tenu de ce que rappelait notamment Thierry Cherrier, de ce contexte l'argent ne rapporte plus rien, ça bouleverse beaucoup justement votre façon de travailler, de conseiller Alors c'est assez paradoxal et parfois j'ai même peur de le dire, mais en fait, pour tout vous dire, j'ai fait la meilleure année. Mais n'ayez pas honte, on est ravis pour vous. Non mais c'est bon, dans le contexte particulier qu'est le nôtre, c'est difficile parfois de dire quand ça va bien aussi, ce qui est c'est bien de dire quand les choses vont bien. Mais la raison pour cela, c'est justement que les gens se posent plus de questions qu'à l'habitude. Effectivement, il y a une remise à zéro des compteurs, des fondamentaux de l'épargne financière, notamment avec les taux bas, etc. Et puis cette incertitude, ils ne vont pas prendre des risques inutiles. On ne prend plus les mêmes décisions, j'imagine, quand on a de l'argent à placer aujourd'hui. Même par rapport à il y a 6 mois. Surtout par rapport à il y a 6 mois. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, nos clients nous contactent plus que d'habitude, ce qui nous permet d'avoir un dialogue plus fréquent. Et les clients prennent beaucoup de décisions d'arbitrage. Et nous, comme on est un cabinet qui peut faire l'accompagnement à la fois sur les sujets financiers, mais aussi sur les sujets de structuration de patrimoine, de transmission de patrimoine, d'immobilier, etc., il y a des clients qui prennent la décision d'arbitrer de l'épargne financière qui ne leur apporte plus rien pour aller vers des sujets plus immobiliers, et puis d'autres qui, à l'inverse, se sentent en risque à avoir trop de stock immobilier et qui arbitrent
pour pouvoir rendre les choses un peu plus liquides dans le contexte. Thierry Cherrier, je reviens vers vous parce que tout à l'heure, vous avez employé le mot pivoter, qui est souvent un mot employé par les startups pour expliquer qu'elles essayent un truc, que ça ne marche pas, qu'elles modifient un peu leur concept pour disrupter un petit peu un marché. Alors là, on vient de parler effectivement des attentes des TPE-PME. Pour autant, vous représentez un très grand groupe français. J'ai envie de vous demander, est-ce que ce confinement, ce Covid, cette crise, vous oblige vous aussi à vous réinventer? Et si oui, comment? Il nous reste à peine une minute, mais comment le groupe AG2R, du coup, se réinvente lui aussi face à tout cela? Oui, enfin, évidemment, on est un grand groupe, donc je pense qu'il y a une inertie qui est plus complexe que dans les TPE-PME, mais oui, on a mis en quelques semaines 9000 collaborateurs en télétravail. On a la chance d'avoir une activité qui peut globalement s'exercer en télétravail, donc en 2 semaines dans cette première phase de confinement, et là en 3 jours, parce qu'on vient de réitérer, on a mis tous nos collaborateurs quasiment en télétravail, à l'exception de quelques-uns qui étaient obligés de travailler sur site. Et dans la relation commerciale, ça bouge beaucoup les choses. Toute la notion en effet d'accompagnement, de conseil sur des sujets qui sont un peu transverses et un peu à la périphérie de notre cœur d'activité, Oui. C'est des sujets qu'on est en train de développer. C'était pas natif chez nous de penser qu'un jour on organiserait des webinars Absolument. pour accompagner les entreprises, pour les retours sur site des salariés. Voilà. Je vous rassure Thierry, c'est pas non plus naturel chez nous d'avoir les gens à distance comme aujourd'hui, non pas en studio. En tout cas, on s'adapte tous. Merci infiniment à tous les trois. Merci Thierry Cherrier, je rappelle que vous êtes le directeur commercial d'AG2R La Mondiale. Merci Simon Francon, cabinet Inextinso associé au directeur de l'agence de Valence. Et merci Jérémy Barré, gérant de Legal Fit Trinity, auteur du bouquin Gagner sa liberté financière et choisir sa vie. On se retrouve le week-end prochain et puis bien sûr le 12 novembre pour une grande journée spéciale PME entièrement dédiée aux TPE-PME en digital, en télé et en radio sur l'antenne de BFM Business. Bonne fin de semaine à tous. Ciao.